Cette leçon a été préparée dans le cadre du cours hybride Mécanique des matériaux 1 du programme de génie civil de l'Université d'Ottawa. Leçon 10.1 Transformation des contraintes, partie 1. Plan de cours. Rappel sur les états des contraintes 2D. Rotation d'axe pour trouver les contraintes cartésiennes. Contrainte principale et contrainte maximale de cisaillement sur un plan incliné. Rappel sur l'état des contraintes 2D. Dans la leçon 9.1, on a vu qu'on peut utiliser la superposition pour trouver l'état des contraintes, ou the state of stress, à un point spécifique dans une structure. Par exemple, si on a cette poutre et on veut trouver l'état des contraintes à cette section sur cette hauteur, alors au point H. Ce qu'on devra faire, c'est faire une coupe ou dessiner le diagramme VMN et trouver les forces internes à cette coupe. Après ça, on va déterminer les contraintes normales axiales de flexion et aussi les contraintes de cisaillement. Après avoir trouvé les contraintes, on peut faire le sommaire sur un élément infiniment petit, ce qu'on appelle l'état des contraintes. Pour le cas général des contraintes planaires 2D, on a trois types de contraintes qui sont possibles. Les contraintes normales X, les contraintes normales Y et les contraintes de cisaillement XY. Par exemple, pour le point H dans l'exemple à la page précédente, on a trouvé l'état des contraintes qui est montré dans cette figure. Voici la convention positive pour un élément qui représente l'état des contraintes. Il est très important de savoir comment lire les contraintes normales et de cisaillement et de savoir leur signe parce qu'on doit utiliser le bon signe lorsqu'on va mettre ces valeurs dans les équations qui vont suivre. Alors, pour les contraintes normales X et Y, une contrainte positive correspond à une flèche de traction sur l'état des contraintes, comme il est montré dans cette figure et comme il est montré ici. Une contrainte négative correspond à la compression sur le schéma. Alors, si on voit une contrainte qui est en compression, on sait que c'est une contrainte négative. Pour les contraintes de cisaillement, la convention positive est montrée sur le schéma. Comment comprendre cette convention positive? Alors, on va utiliser un truc pour simplifier la tâche. Ce qu'on va faire, c'est on va dire pour les faces, la face de haut et la face de droite sont positives. Et pour les faces, la face de bas et de gauche sont négatives. De plus, on va dire les orientations ou les flèches qui vont vers le haut et vers la droite sont positives. Et les flèches qui vont vers le bas et la gauche sont négatives. La contrainte de cisaillement positive va être associée avec un plus plus ou un moins moins. Et la convention positive est montrée sur cette figure. Et on va voir, ça suit ce truc. Alors, si j'examine ici, j'ai une face positive et une direction positive. Et j'ai une face positive et une direction positive. Ici, j'ai une face négative, direction négative, face négative, direction négative. Ça, c'est la convention positive pour les contraintes de cisaillement. Pour une contrainte de cisaillement négatif, c'est l'opposé. Alors ici, je vais avoir un plus-moins ou un moins-plus. Alors si j'examine, j'ai face positive et j'ai des orientations négatives. Négatif. Même chose pour les deux autres flèches. On note aussi que si on connaît la direction de la contrainte de cisaillement sur la face de droite, on peut tout de suite savoir la direction des contraintes de cisaillement sur les autres faces. C'est-à-dire, si je sais cette orientation, sur la face de droite, je sais tout de suite que je dois placer l'autre flèche comme ça, pour que les deux flèches
se rencontrent comme ça. Et on se souvient, on a besoin de l'équilibre, alors les deux autres flèches vont être comme ça. Même chose, si je sais la direction de cette flèche, je sais tout de suite que on doit avoir une flèche comme ça ici pour que les deux flèches se rencontrent. Et ensuite, pour l'équilibre, je suis sûr qu'on doit avoir les flèches comme ça. Alors, si je me souviens de comment placer la flèche sur la face de droite, je peux placer toutes les autres flèches facilement. Sommaire des exemples de la leçon 9.1. On va trouver les contraintes x, y et contraintes xy qu'on devra mettre dans nos équations pour l'état des contraintes qui est montré dans ces exemples. Exemple 1, on a 9.4 sur cet élément A. Alors on va mettre une contrainte x de moins 9.4. On n'a pas de contrainte y et on n'a pas de contrainte xy. Pour l'exemple sur l'élément B, on a une contrainte cette fois en traction. Alors on va mettre 2.69 pour la contrainte x. On n'a pas de contrainte y. Et pour la contrainte de cisaillement, si on examine cette face, on est sur la face positive avec une direction négative. Alors je vais mettre moins 0.87. Pour l'exemple numéro 2, on a une contrainte normale sur la face x de moins 1.37. Et pour la contrainte de cisaillement, on est sur la face positive avec une direction positive. Alors on va mettre une valeur de plus 1.216. Pour l'exemple numéro 3, ici on a moins 8.49. On a une contrainte y qui n'est pas existante. Et ici on a 6.92. Si on examine cette face, face positive, direction positive, on a plus 6.92. Pour cet exemple, on a moins 8.49. Et cette fois, on a face positive, direction négative. Alors, on a moins 11.54. Pour l'exemple 3D qu'on avait fait dans la leçon précédente, on a ici 4.889. Ici, on a 0. Pour celui-là, on n'a pas de contrainte y et pas de contrainte y ici. Et on a sur cette face positive une orientation négative. Alors, on a moins 1.833. Et pour celle-là, on a moins 1.290. Rotation d'axe. Contrainte cartésienne. On sait comment trouver l'état des contraintes ou the state of stress pour un point dans le repère XY. Pour le même point physique dans la structure, supposons qu'on veut maintenant trouver la valeur des contraintes pour un nouveau repère NT avec une orientation θ. Je veux trouver ces nouvelles contraintes qui sont causées par cette orientation. On appelle ça les contraintes cartésiennes. Et voici la procédure qu'on va utiliser. Premièrement, on doit trouver la valeur numérique de l'angle θ. Alors, si on nous donne l'angle θ, on doit examiner est-ce que ça va dans la direction clockwise ou counterclockwise. Si l'angle va dans la direction counterclockwise, comme il est montré dans cette figure, on va utiliser un θ positif dans les équations qui vont suivre. Si l'angle est dans la direction clockwise, on va utiliser un θ négatif dans les équations qui vont suivre. Ensuite, on examine l'état des contraintes et on trouve la valeur de contrainte x normale, contrainte y normale et contrainte de cisaillement xy. On suit la procédure qu'on a vue dans l'exemple précédent. Ensuite, on calcule les contraintes cartésiennes avec les valeurs de θ, contrainte x, contrainte y et contrainte de cisaillement xy pour trouver des nouvelles contraintes qui sont appelées contraintes n, contrainte t et contrainte de cisaillement nt en utilisant les équations suivantes. Et voici les contraintes n qui représentent la contrainte x après l'orientation et la contrainte t qui représente
la contrainte sur la face Y après l'orientation et la contrainte NT qui représente la contrainte de cisaillement. De plus, on note que si on trouve une valeur positive pour les contraintes normales, on les indique en tension. Et pour les contraintes de cisaillement, si on trouve une valeur positive, on va les dessiner avec un plus plus ou un moins moins comme on a vu dans la convention. Enfin, si on veut vérifier notre résultat, on peut utiliser l'invariante des contraintes qui est donnée par l'équation suivante. Contrainte principale. Les équations de transformation qu'on vient de voir peuvent être utilisées pour trouver les contraintes maximales et minimales, sigma P1 et sigma P2, dites les contraintes principales, et qui sont montrées dans cette figure. Si on met le premier dérivé des contraintes n par rapport à l'orientation θ égale 0, on trouvera l'orientation θP qui donne ces contraintes. L'orientation suivante. L'orientation de ces contraintes est donnée par l'équation suivante. On note que si la contrainte x moins la contrainte y donne un résultat positif, l'angle θP donne l'orientation de la contrainte principale P1, comme il est montré dans cette figure. Alors si la contrainte x moins la contrainte y est positive, dans ce cas, l'orientation θP donne l'orientation de la contrainte principale P1. Alors on va mettre la contrainte principale comme ça sur cet axe. Et on va avoir un 90 degrés entre les contraintes principales P1 et P2. Si ce résultat est négatif, dans ce cas, l'angle θP représente l'orientation de contrainte P2. Alors dans ce cas, au lieu de mettre contrainte P1 ici, on va mettre contrainte P2 et on va mettre la contrainte P1 à 90 degrés de ce résultat. Ensuite, les contraintes principales P1 et P2 vont être trouvées avec cette équation. Alors si on met le θP dans ces équations ici, on va trouver les relations suivantes. Alors on a ces relations qu'on peut utiliser pour trouver ces contraintes principales P1 et P2. La contrainte principale P1 est la plus grande valeur algébriquement et non la valeur en valeur absolue. Et la contrainte P2 va être la plus petite valeur algébriquement. De plus, on note que l'invariante des contraintes est encore valide pour ces contraintes principales. On notera que si on utilise θP dans l'équation pour la contrainte de cisaillement, on trouvera que la contrainte de cisaillement NT est égale à 0. C'est-à-dire, si une surface est une surface principale, la contrainte de cisaillement sur cette surface est égale à 0. Les contraintes de cisaillement maximales sur un plan incliné, maximum in plane shear stress. Les équations de transformation qu'on vient de voir peuvent aussi être utilisées pour trouver la valeur maximale de la contrainte de cisaillement sur un plan incliné, qu'on appelle maximum in plane shear stress, et qui sont montrées dans cette figure. Si on met le premier dérivé de la contrainte de cisaillement par rapport à l'angle θ égale 0, on trouvera l'orientation θS qui donne cette contrainte. Et on va avoir cette équation ici. On note qu'il y a une différence de 45 degrés entre θP et θS, comme vous allez voir sur la dernière diapositive. Alors il y a 45 degrés entre les contraintes principales et les contraintes, l'état des contraintes qui représente les contraintes de cisaillement max. Si θP est positif, le θS est ainsi donné par θP moins 45 degrés. Et si θP est négatif, le θS est donné par θP plus 45 degrés par rapport à l'axe X. La contrainte de cisaillement maximale sur un plan incliné est donnée par les équations suivantes. Alors, c'est donné par cette équation ici. Et si on veut vérifier, on peut prendre la contrainte principale 1 moins 2 divisé par 2. On note qu'on aura des contraintes normales, c'est-à-dire la contrainte normale n'est pas égale à 0 quand on a nos contraintes de cisaillement max. Pour le cas de contrainte de cisaillement max, la contrainte moyenne
est le même sur les deux plans n et t et est donné par l'équation suivante. Contrainte x plus contrainte y divisé par 2. Et voici ce qu'on va dessiner. On va mettre notre orientation θ S qui est à 45 degrés de θ P. Ici, on va mettre nos contraintes de cisaillement max et sur les faces normales, on va mettre les contraintes moyennes. Et ça, c'est la fin de la leçon 10.1.